Bon, je ne sais pas s'il faut encore présenter Lydie après un prix Goncourt. Je pense que la surface médiatique l'impact d'un prix Goncourt. Enfin, je crois qu'il est quand même pas inutile de rappeler qu'elle a écrit et publié plus de 20 titres dans ce livre, parmi lesquels Sa Majesté des Mouches, qui est un livre extrêmement intéressant, on va dire. La conférence de Sainte-Gabelle, La méthode de Mia, Portrait de l'écrivain d'un animal domestique, un bouquin formidable, j'ai adoré ce livre. BW, ou encore le petit traité d'éducation lyrique, qui est... à ne pas mettre entre toutes les mains. À ne pas mettre entre les mains, qui est paru chez Cadex et qui est un petit bijou d'humour et de trollerie. Voilà. Alors, dans tes thématiques, Lydie, en principe, jusque-là, tu as un humour ravageur, donc tes livres, ça c'est une constante, on va dire. Mais dans tes thématiques, tu étais plutôt centré, je dirais, sur le rapport au pouvoir, le rapport, quelle que soit la forme du pouvoir, le rapport des gens au pouvoir, et puis les rapports des gens entre eux. Là, à pas pleurer, c'est quelque chose de très très différent. Dans une démarche tout autre, je dirais, autobiographique, hein, on peut le dire, hein, c'est une démarche autobiographique. Et moi, j'avais le sentiment, jusque-là, que tu t'interdisais d'aller sur ce terrain-là, que tu estimais peut-être pas intéressant pour les gens, pour les lecteurs, etc. Donc finalement, c'est quoi qui t'a poussé à aller vers ce terrain autobiographique? Mais c'est vrai que j'ai pensé souvent écrire autour de la vie de mes parents, de la guerre civile qu'ils ont vécue et de leur exil en France. Et chaque fois, c'est vrai que j'ai pris mes distances parce que j'avais peur justement d'être trop larmoyante, trop pathétique, trop douloureuse, etc. devant cette histoire. Et je déteste ça, les romans douloureux, comme ça, qui arrachent des larmes, etc. C'est une chose que je n'aime pas. Je pense, parmi les choses qui ont fait que je me suis jetée dans ce livre, je crois voir deux choses. C'est que ma mère est morte il y a 7 ans. Et je pense que si elle avait été présente, je n'aurais jamais écrit ce livre. Et écrire cette histoire, c'était une façon de la faire revivre. Une façon qu'elle soit encore un peu présente. Que son nom soit sauvé de la mort, du néant. C'est un peu comme ça. Je pense vraiment qu'il y a eu quelque chose comme ça. Et puis surtout le choc de la lecture de Georges Bernanos, parce que j'avais lu des textes sur la guerre civile espagnole de Malraux, d'Hemingway, plus tard de Claude Simon, de Joan Benet, des choses comme ça. Mais la violence écrite par Bernanos dans Les grands cimetières sous la lune excède de très très loin tout ce que j'avais lu sur la guerre et tout ce que mes parents m'en avaient dit. Et vraiment, ça m'a saisi. Et devant ce récit de Bernanos, Bernanos est présent à Majorque en 1936, lorsque la guerre éclate. Il est catholique, monarchiste, militant d'Action française, donc tout prêt normalement à soutenir le coup d'État franquiste. Or, devant l'horreur de ce qu'il voit, devant les exactions des franquistes et devant la collaboration de l'Église catholique à ces exactions, il va écrire sa révolte, son dégoût dans Les grands cimetières sous la lune. Et c'est un texte terriblement sombre, terriblement pessimiste, désespéré, et qui donne la voix aux forces de la mort. Il ne faut pas oublier que le cri de ralliement des nationaux, c'était « Viva la muerte ». Viva la muerte. C'est comme ça qu'ils se ralliaient. Hein. Et devant ce récit si sombre et si nocturne, je ne sais pas comment le dire, si éprouvant, immédiatement, le livre finit. Mais vraiment, ça s'est passé comme ça. Mais j'ai envie de lui répondre par un récit, qui est le récit de la mère de la narratrice, de ma mère, sur cette fameuse parenthèse libertaire de 1936, qui est tout le contraire, qui est un moment d'espoir, de fraternité, de joie, de liberté extraordinaire et inoubliable pour les gens qui l'ont vu. Voilà comment les choses s'enchaînent
Bon, j'avais 3 questions sur Bernanos, donc je vais les oublier. Si, mais on peut dire on peut dire plein de choses sur Bernanos. On peut dire plein de choses. Un petit peu tout à l'heure. Tu peux les poser vraiment. Non, enfin, juste pour compléter ce que tu viens de dire, je suis un peu là pour faire l'avocat du diable. Est-ce que c'est le genre de livre, est-ce que comporte en soi, il me semble que c'est le genre de livre comporte en soi, on va revenir sur la trame, etc., et qui s'impose à soi finalement, et j'ai l'impression qu'il te trottait dans la tête depuis un moment quand même. Sûrement, oui, sûrement. Oui, oui. Au moment d'écrire La Compagnie des Spectres, par exemple, j'avais caressé le projet déjà. Et puis je l'avais abandonné. Alors, Pas pleurer, c'est l'histoire de Montse, c'est une jeune fille de 15 ans oui. à l'époque, donc ta mère, qui, dans l'Espagne de 1936, est soulevée à la fois par une incroyable énergie des idées révolutionnaires, qui sont amenées par son frère, qui va à la ville, qui ramène ces idées-là au village, et aussi par l'inquiétude grandissante, pressentie de la guerre à venir. Je crois que dès le départ, il y a ces deux paramètres-là. Donc finalement, une histoire tragique, sur fond de grande histoire, quoi, une histoire familiale sur fond de grande histoire. En fait, c'est un peu ça, quoi, le thème. Alors, ces idées nouvelles et ces utopies qui circulent dans le pays comme une traînée de poudre. À cette époque-là, ça va très, très vite. Et qui vont toucher donc Montse par le canal de son frère, José José. Je vais lire un petit passage à ce sujet. Le 29 juillet, José annonce à Montse qu'il a pris la décision ferme de quitter la maison. Avec la même candeur qui lui a fait espérer que son village pourrait devenir un jour une commune libre, il espère à présent que dans la ville industrieuse, des hommes plus instruits, plus éclairés sur le plan politique, mieux rompus aux décisions collectives, se montreront plus sensibles aux thèses libertaires qui ont mis le feu à son esprit. Ici, il étouffe. Trop de ressentiment, trop de jalousie et trop de peur se jouent sous le couvert de la politique. Il veut fréquenter d'autres créatures que ses peignes-culs et leurs chèvres. Voir des femmes, bordel, monter sur des barricades, aller à la ville où tout se joue. D'ailleurs, son village lui fait horreur. Les bondieuseries de sa mère, avec son chapelet enroulé au poignet, lui font horreur. Les poules qui becquettent tout ce qui chie lui font horreur. Le despotisme de son père et son entêtement d'aragonais lui font horreur. Les parents qui spéculent sur le mariage de leur fille, à peine un homme les effleure, lui font horreur. Et ces connes qui veulent à tout prix rester vierges, si bien qu'il n'y a pas d'autre moyen que de recourir aux bons offices d'un âne pour se faire sucer la bite, ces connes lui font horreur. L'idée de mener toute une vie plantée au même endroit, de faire les mêmes gestes que son père, de gauler les mêmes amandes avec la même gaule, de cueillir les mêmes olives sur les mêmes oliviers, de prendre la même cuite tous les dimanches chez la même bendition, et de baiser avec la même femme jusqu'à sa mort, ça le déprit. Mais où vas-tu vivre? J'ai fait un cisque. Mais avec quel argent? Je vais m'enrôler dans la milice et rejoindre le front de Saragosse avec Durruti. Tu veux venir? La proposition de José emplit Montse de fierté, qui se sent aussitôt hissé au rang de révolutionnaire en titre. Voilà. Donc l'influence du frère, elle est très importante dans le livre. Il faut d'abord, historiquement, pour ceux qui l'ignorent, mais ça m'étonnerait que vous l'ignorez, donc Franco fait un coup d'État en juillet 1936, et il pense gagner la guerre en 4 jours, il le déclare. Or, dans toute l'Espagne, les hommes et les femmes d'ailleurs vont prendre les fusils et se révolter contre ce coup d'État. Et en même temps, et c'est ça qui est très particulier à la guerre civile, c'est que dans bon nombre de villages et si grandes villes espagnoles, les milices libertaires vont prendre le pouvoir. Ce qui veut dire pas d'argent, pas d'autorité, pas de hiérarchie, pas de pouvoir central, on partage les biens, etc. José, donc, qui est le frère de Montse, qui vit dans un village autarcique, coupé du monde, où tout est destiné à rester immuable. Le village le plus rétrograde, je crois. Oui. Le plus pourri. Oui, c'est ça.
comme il y en avait tant en Espagne. Hein, rien ne devait bouger normalement, les pauvres devaient rester pauvres, les grands propriétaires terriens devaient rester de grands propriétaires terriens. Et soudain, cette révolution libertaire contagieuse, comme tu l'as dit, envahit l'Espagne, et ils y croient. Et c'est un moment absolument inoubliable, notamment pour cette monde, c'est donc ma mère, qui n'a rien vécu, qui ne sait rien de rien, ni du sexe, ni de la politique, ni du monde. Elle vit sans vivre en quelque sorte, et soudain, elle découvre qu'elle peut parler, qu'elle peut dire des gros mots, qu'elle peut boire de l'alcool, qu'elle peut aimer. Et c'est absolument un événement incroyable. Et ce qui est, je pense, pour ceux qui l'ont vécu, ce qui a été inoubliable, c'est qu'il y a un bonheur individuel doublé d'un bonheur collectif, comme dans le début de toutes les révolutions, et c'est une chose rare au fond, hein, qu'une joie collective, comme ça il y a eu peut-être 168, j'en sais rien, mais comme ça embrase un village, une ville, c'est extrêmement rare et très beau. Et pendant que j'écrivais le livre, j'avais regardé sur les chaînes Canal, on passait un film sur Hemingway, je ne sais pas si vous l'avez vu, et dans ce film, on voyait des images de Barcelone en 1936, aux mains des libertaires, et c'est vrai qu'on voit une allégresse, une joie, une espèce de fraternité, tout le monde se parle dans la rue sans se connaître, bref, quelque chose d'inouï, et probablement de merveilleux pour ceux qui l'ont vécu. Il ne faut pas quand même oublier qu'ici, à la même période, dans le Front populaire, c'est vrai, déclenche aussi... c'est vrai. Alors, il y a autre chose qui rend ce roman particulièrement attachant et brillant, parce que ça tient quand même à la façon dont tu racontes cette histoire-là, et surtout la façon dont tu retranscris la langue de ta mère, parce que ça, c'est extraordinaire. Donc, tu as créé un mot pour ça, pour désigner cette langue, c'est le fragnol. Oui. Donc c'est un mélange de français et d'espagnol. ou plutôt c'est plutôt une francisation fantaisiste, on va dire, de mots espagnols. En fait, voilà, c'est plutôt ça. Ce qui donne un résultat extrêmement drôle. Alors, je vais vous lire un petit passage là aussi. Alors je vais essayer de vous lire un petit passage parce que c'est pas évident de lire le fragnol dans le texte. C'est le tout début du livre. Hein. Le 18 juillet 1936, ma mère, accompagnée de ma grand-mère, se présente devant los señores Burgos qui souhaitent engager une nouvelle bonne, la précédente ayant été chassée au motif qu'elle sentait l'oignon. Au moment du verdict, don Jaime Burgos Obregón tourne vers son épouse un visage satisfait et après avoir observé ma mère de la tête aux pieds, déclare sur ce ton d'assurance que ma mère n'a pas oublié, elle a l'air bien modeste. Ma grand-mère le remercie comme s'il l'a félicité. Mais moi, me dit ma mère, cette phrase me rend folle. Je la réceptionne comme une offense, comme une patate al culo, ma chérie. Una patate al culo qui me fait faire un salto de 10 mètres à moi-même, qui ameute mon cerveau qui dormait depuis plus de 15 ans, et qui me facilite de comprendre le sens des palabres que mon frère José a rapportées de l'Elima. Alors quand on se retrouve en la rue, je me mets à griter, moi, à crier. Elle a l'air bien modeste. Tu comprends ce que ça veut dire? Plus doucement, pour l'amour du ciel, implore ma mère, qui est une femme très éclipsée. Ça veut dire, je bouillais, ma chérie, je bouillais. Ça veut dire que je serais une bonne, bien bête et bien obéissante. Ça veut dire que j'accepterai tous les ordres de Doña Sol sans protester, que je laverai son caca sans protester. Ça veut dire que je présenterai toutes les garanties d'une parfaite idiote, que je ne rechisterai jamais contre rien, que je ne causerai aucune moleste d'aucune sorte. Ça veut dire que Don Jaime me paiera des, comment tu dis déjà, des clopinettes. Et qu'en plus, il me faudra lui dire muchísimas gracias avec cet air moleste qui me va si bien. Seigneur Jésus, murmure ma mère, la mirade alarmée. Plus bas, on va t'ouïr.
Et moi, je grite encore plus fort. Je me fous comme oui. Je veux pas être boniche chez les bolos. J'aime mieux faire la pute en ville. Pour l'amour du ciel, me supplie que ma mère ne dit pas ces bêtises. Ils nous ont même pas invités à nous assir, je lui dis révolté, ni même serrer la main. Je me raccorde, moi, je me rappelle. Je me rappelle brusquement que je souffre d'un panadie au pouce et que j'ai le doigt bandé. Panari, si tu veux, mais ne me rectifie pas à chaque mot, sinon je n'y arriverai jamais. Alors ma mère, pour me pacifier, me rappelle avoir susurré les bénéfices considérables qu'il m'espère si je suis engagé. Que je serai logé, que je serai nourri, et que je serai nettoyé, que j'aurai une vacation tous les dimanches pour aller danser la rota sur la place de l'église, que je toucherai un petit salaire et une petite prime annuelle avec quoi je pourrai me constituer un petit trousseau et même mettre de côté. À ces mots, je clame plutôt mourir. Dios mio, soupira ma mère en jetant des mirades angoissées sur les 2 files de maisons qui bordent la ruelle. Et moi, je me mets à courir à toute vélocité vers mon grenier. La guerre, heureusement, éclate le lendemain. Ce qui fait que je ne suis jamais allé faire la bonne, ni chez les Bougos, ni chez personne. La guerre, ma chérie, est tombée à pic dans le nez. Voilà, pour donner une idée un peu du ton et du langage employé, moi je trouve ça fabuleux d'avoir réussi à transcrire ça. Donc, vous l'avez compris, hein, Mons arrive en France en 1939, dans un pays dont elle ne connaît pas un mot, dont elle ne connaît pas l'histoire, dont elle ne connaît pas la géographie, dont elle ne connaît pas les coutumes, et elle va inventer cette langue que vous avez sûrement entendue, hein, qui est un mélange de français, d'espagnol, de barbarisme, de solécisme, de confusion de toutes sortes. Et je l'ai déjà dit, c'est une langue dont j'ai honte quand je suis enfant. J'ai honte que ma mère parle mal, parce que mal parler, c'est vraiment un marqueur raciste, hein, et c'est la marque de celui qui n'est pas intégré et tout ça. Mais en vieillissant, je vais trouver ce langage magnifique. J'ai l'habitude de donner des exemples parce qu'on comprend bien l'intérêt de cette langue et la beauté. Ma mère, à la fin de sa vie, je crois que je l'avais dit chez Thierry, mais je le redis. Ma mère, à la fin de sa vie, devient croyante. Croire, en espagnol, se dit creer. Le mot qui lui semble le plus proche dans sa tête de créer pour dire qu'elle est croyante, ce n'est pas croyant qui est loin de créer, c'est « Tu sais ma chérie, je suis devenue extrêmement crédule. » Et je te prie d'en tenir compte. Elle avait attrapé je ne sais où crédule, et on voit bien l'intérêt, c'est que crédule et croyant, c'est la même étymologie. Mais ça met à cette notion de croyance quelque chose de la candeur, de l'innocence, je trouve qu'il ajoute. Oui, c'est un peu comme les enfants qui découvrent un mais mot, voilà. qui vont le mettre à toutes les mais sauces. voilà. Et ça ouvre des sens. Et puis j'en dis un autre, j'aime bien dire, qui n'est pas dans le texte. Ma mère, bien qu'ayant eu des idéaux libertaires, souhaitait que ses filles soient mariées. Ser casado. Et avec le ton le plus romantico-lyrique qui soit, elle me disait « Ma chérie, ce serait tellement, tellement beau que tu sois casée. » Et là, c'est dans l'autre sens. Là, elle ajoute de la péjoration sans le vouloir. Et je trouvais ça vraiment délicieux. Et en même temps, c'était une façon aussi, ça, ce désir de transcrire le fragnol, une façon de poser une question politique à la langue. Est-ce qu'une langue doit se méfier de tous les mots immigrés, comme de quelque chose qui viendrait la salir, ou au contraire, est-ce qu'elle en fait son miel? Et on peut dire, mais sans hésiter, que le français est fait de mots de portugais, d'anglais, de russe, d'italien. Et chaque fois que je fais une rencontre comme ça, les gens m'apprennent des mots nouveaux qui font toute la richesse de la langue, parce que la langue elle est plus intelligente que les hommes qui la parlent, et plus généreuse. Et par exemple, on me disait récemment que les Russes qui arrivent en 17, les Russes blancs qui arrivent en 17, allaient dans les cafés français, ils étaient pressés, bistro, qui veut dire vite, hein, si je dis vite en russe. C'était bien avant. Déjà. C'est magnifique. Et on m'a donné un autre exemple qui m'a beaucoup plu. Au
Moyen-Âge, en France, il y a un mot, non, il y a un jeu qui consiste à envoyer une petite balle à son adversaire, on va dire. Et chaque fois, le joueur dit « tenaise » en vieux français, « tenaise ». Le mot part en Angleterre, puis revient en France où il devient « tennis ». Magnifique. Donc les mots voyagent aussi. Puis les mots ont des moments de célébrité, puis disparaissent, etc. Là, très vivant. Et c'est vrai que ce qui devrait être le rôle de l'écrivain, ce serait de rendre la langue vivante, de la maintenir vivante. Ça devrait être le premier travail, ce qui me fait dire que ma mère a été mon premier grand écrivain, elle qui ne lisait jamais, et parce qu'elle mettait à la langue, elle donnait à la langue une espèce d'inventivité et d'audace créatrice au fond, sans le vouloir, mais... Il y a quand même un truc que je ne comprends pas. Donc, je fais encore l'avocat du diable parce que je comprends la chose. On a un peu la même histoire. Bon, mon père a mélangé du catalan en plus de l'espagnol. Ça n'arrangeait pas les choses. Hein. Bref, non, ce que je veux te dire, c'est pourquoi est-ce qu'elle ne te parlait pas en espagnol? Alors, à la maison, mon père avait imposé le castillan. Le castillan. On ne parlait pas Ma mère parlait le catalan avec ses amis catalanes qui avaient fait la retirada avec elle. Mais à la maison, on parlait castillan. On parlait castillan et les enfants apprenaient le français à l'école et on a appris le français à nos parents. C'est nous qui avons appris le français à nos parents. Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça pour toi. Pas comme ça. Je suis bien plus tard. Voilà, il veut dire que je suis vieille. C'est ça qu'il veut dire. Mais bon, Non, c'est pas je me vengerai. Je le connais. Oui. Non, chez nous, c'était interdit de parler espagnol. Tout simplement. C'était interdit. Moi, j'ai une sœur. Oui. Oui. Alors que désormais, on sait tous que les enfants peuvent apprendre les langues très vite et les baigner dès la petite enfance dans les langues étrangères est formidable. Oui, c'est des modes, c'est vrai. Mais d'ailleurs, j'ai fait des erreurs qui ont été corrigées à la réimpression. C'est que, donc, je fais parler les gens du village, Joseph, de temps en temps, en castillan. Et je ne me rends pas compte que c'est incompatible avec en catalonisme. Impensable. Une fois que le livre est imprimé, en septembre, je me rends compte de la boulette. T'as pas reçu des lettres d'insultes? Non, parce qu'on a corrigé. Donc il y a des épreuves, il y a des livres imprimés avec encore le castillan. Et ensuite, j'ai délocalisé le village. Oui, c'est plus simple. Et Joseph est devenu José, Juan est devenu Juan, pour ne pas avoir le reproche du catalan. Il m'aurait fait les gros yeux en me disant, mais comment, en 36, vous les faites parler? Il parlait le castillan et le catalan. Mais quand même, la langue prédominante était le catalan entre eux. Hein. Enfin, dans le village de ma mère. Alors, on va mettre un terme au petit cours de sémiologie appliquée pour revenir sur le roman. Parce qu'en fait, le roman est construit autour de deux axes. Hein. Donc, il y a effectivement l'histoire de ta mère et, en parallèle, le travail de Bernanos, dont on parlait tout à l'heure, mais ça va beaucoup plus loin que ce que tu disais tout à l'heure, puisque tu l'as intégré à ton roman, carrément. Tu en as fait l'évolution de ta mère, suit l'évolution de Bernanos, qui se rend compte des exactions commises par les nationaux, et qui petit à petit va prendre conscience de ce qui se passe vraiment, du silence de l'Église par-dessus, et qui donc va
être amené à publier les grands cimetières sous la Lune, et donc à devenir un paria de son propre camp, où là, tu le compares à Gide, qui publie à ce moment-là son retour du RSS, et qui se fait flinguer par le PC parce que il a osé critiquer l'Union soviétique. L'Union soviétique. Et tu profites aussi quand même pour mettre un tacle à... Alors moi j'adorais ça, quand même, parce que... À Claudel. Me traiter de fils de pute, Claudel. Alors là, c'est franchement... Vas-y, explique pourquoi. Non, c'est Bernanos qui est le premier. Hein. C'est Bernanos qui tacle, comme tu le dis si bien. Il n'a pas traité de fils de pute. Ça m'étonnerait. Mais au moment où Bernanos s'indigne que l'Europe reste paralysée alors que l'Italie et l'Allemagne aident Franco, ce qui ne cesse d'indigner Bernanos. Au moment donc Bernanos prend fait des causes contre les franquistes et contre l'Église, en France, Claudel, lui, dénonçait les ouvriers qui mettaient du désordre et se taisaient sur l'arrivée de Mussolini et de Hitler. Tout ceci parsemé d'un antisémitisme de bon ton. Donc Claudel, c'est pas... il a écrit une grande œuvre peut-être, moi du coup je peux pas le lire. Je peux pas lire Claudel, j'ai trop de... Et il se prononçait pour, vraiment, pour ce qu'il appelait les croisés. Hein, c'est-à-dire les phalangistes franquistes et les défenseurs de l'ordre. Oui, donc, il fait preuve d'un courage extraordinaire et qui est très rare, là, Bernanos. C'est pour ça que je lui ai donné cette place et que je l'aime autant. C'était vraiment un esprit libre. Et il disait, la liberté, c'est d'accueillir la vérité d'où qu'elle vienne, et même si elle vient du camp ennemi. Et je trouve qu'on est très peu à avoir cette ouverture d'esprit, d'être ouvert à l'idée des autres et même de ses adversaires. Comment ? Oui, bien sûr. Bernanos l'a fait au détriment de son confort. Et c'est quand même curieux parce qu'il a gardé... moi je me souviens quand je commençais à m'intéresser à la littérature un petit peu, il a quand même gardé cette espèce d'aura un peu sulfureuse de mec de droite, un peu réactionnaire. Oui. C'est pour ça qu'il lire parce que c'est algérien, tu vois. C'est pour ça qu'il est peu lu et mal connu en France. Et d'ailleurs, les grands cimetières sous la Lune n'étaient plus imprimés par les éditions de poche. Là, ils l'ont réimprimé parce que oui, j'étais très très contente. Bernanos est une figure de courage extraordinaire aussi. Hein. Et quand, vous savez, souvent les artistes disent « j'ai pris des risques extraordinaires à écrire cette œuvre, etc. » Ça me fait rire. Parce que Bernanos, lui, il échappe à 2 attentats. Il prend un risque vital à dénoncer le franquisme en Espagne à cette époque-là. Il a échappé à 2 attentats où il aurait pu mourir. Et effectivement, il est devenu la bête à abattre de son propre camp. Hein. Et il s'est retrouvé dans une solitude très grande parce qu'il n'était pas devenu pour autant républicain, socialiste ou communiste, évidemment. Il était nulle part, en fait. Il était nulle part. Il a été un exilé, oui, toute sa vie. Il a pris position contre Pétain de façon très claire et très engagée. Hein. Et Claudel, il a fait quoi Claudel, il a écrit une ode à Pétain, je crois aussi. Mais Claudel écrit une ode à Pétain, mais quand De Gaulle vient de pouvoir, il écrit une ode à De Gaulle. Non. Alors on va situer le débat là. Oui, je suis très très contente de ça. Je vous lis un petit passage au sujet de Bernanos. Pendant des mois, écrit Bernanos, des équipes de tueurs transportés de village en village par des camions réquisitionnés à cet effet abattent froidement des milliers d'individus jugés suspects. Fermez les guillemets. Et le très enfoiré archevêque de Palma, là c'est toi qui parles,
qui en est informé comme tout le monde, ne s'en montre pas moins chaque fois qu'il le peut, et comme si de rien n'était, aux côtés de ses exécuteurs, dont quelques-uns ont notoirement sur les mains la brève agonie d'une centaine d'hommes. Comme si de rien n'était, des prêtres distribuent à leurs ouailles des images de la Sainte Croix entourées de canons. Ma mère en conserve une dans sa main à photo. Comme si de rien n'était, des recrues carlistes portant le Sacré-Cœur de Jésus cousu sur leur chemise abattent au nom du Christ roi des hommes qu'un simple mot a déclaré suspects. Comme si de rien n'était, l'épiscopat espagnol, vendu aux meurtriers, bénit la terreur que ces derniers instaurent in nomine Domini. Et comme si de rien n'était, toute l'Europe catholique ferme sa gueule. Devant cette hypocrisie immonde, Bernanos éprouve un dégoût innommable. J'éprouve le même des années après. Parce que c'est au nom de son christianisme que Bernanos éprouve cette colère devant l'Église catholique. Il a le sentiment que c'est dévoyer le message christique, que de faire allégeance avec les franquistes qui abattent les mauvais pauvres, comme il le dit si bien Bernanos. Moi je vous exhorte à lire Bernanos. Puis c'est une prose forte, sans chichi, sans minauderie, très frontale, très courageuse. C'est très beau, Bernanos. C'est vraiment... Et tous ces écrits de combat sont magnifiques et d'une pertinence aujourd'hui, je trouve, extraordinaire. Déjà en 36, 37, 38 et jusqu'à sa mort, il voyait arriver, ce vice de la spéculation comme une chose terriblement dangereuse, Bernanos. Mais il est resté antisémite jusqu'au bout. Ça c'est impardonnable. Comme l'était la bourgeoisie moyenne et grande à l'époque, tout le monde presque était, ça apparaît bien dans l'affaire Dreyfus. On était antisémite comme on respire, comme une chose allant de soi. Et même des gens comme Virginia Woolf, par exemple, qui reconnaîtra plus tard à quel point elle s'est trompée, parle du juif comme d'un individu à éviter à la même époque. Même Woolf, parce qu'elle baignait dans un milieu où l'antisémitisme allait de soi. Était une chose normale. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais j'espère qu'on a changé. Alors Montse, donc, cette jeune fille à l'époque qui ne t'avait pas encore engendré, tombe amoureuse, à peine elle quitte son village en suivant son frère, tombe amoureuse d'un écrivain français, croisé dans un train. Je ne sais pas si c'est l'écrivain français. Alors, le mystère restera jusqu'au bout. Donc elle se persuade quand même qu'il s'agit d'un Clémarot. Alors, est-ce que c'est ta mère, ça, ou c'est toi qui rajoutes une petite licence? Je ne dirai pas, tu ne m'arracheras aucun secret là-dessus. Ne sortira pas d'ici, tu ne m'auras pas dit. Non, mais c'est un roman, c'est un roman, avec une grande... Est-ce que tu es la demi-sœur de la fille de... Je ne veux pas répondre à ces choses. Non, mais pour répondre quand même en partie. Tout ce qui concerne ma mère... quelque chose près est absolument exact, mais c'est un roman. Et j'avoue une chose, par exemple, qu'une lectrice a deviné, c'est pour ça que je le dis aujourd'hui. Joseph, par exemple, son frère, dans la vraie vie, il ne meurt pas en Espagne, tué éventuellement par Digo, il est mort en France, après son arrivée en France. Et je trouvais plus intéressant, plus romanesque, je trouvais que ça mettait un peu, bref, ça me plaisait littérairement de le faire mourir en Espagne. Voilà un aveu que je vous fais, que vous ne répéterez pas. Et de laisser un doute quand même sur... et sur doute total sur... Ouais. Donc quand même, cela dit, les Français, parce qu'elle rentre quand même dans son village enceinte, et elle doit absolument trouver un père à cet enfant. Oui. Et c'est là où ça va un petit peu se compliquer, parce qu'elle va quand même épouser le fils, Burgos, Oui. celui-là même chez qui elle devait travailler en tant que bonne au départ et qui était follement amoureux d'elle. Voilà.
Alors ça, c'est la trame de fond, mais cela dit, là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand elle arrive dans cette famille. Oui. Et là, il y a des pages qui sont terribles, vraiment terribles. Moi, ça m'a évoqué, parce que j'ai connu l'Espagne franquiste, et c'est d'un réalisme terrible, et ça m'a aussi rappelé certains films de Carlos Saura, La chape de plomb, quoi. Le truc qui est le couvercle qui est posé sur l'Espagne. Et là, ces pages-là, pour moi, c'est tout à fait ça. Si vous permettez, je vais vous lire un petit passage, et après on en parle, d'accord ? Donc, elle épouse le fils et puis, forcément, elle rentre dans la maison de famille, hein, puisque ça devient la belle-fille. Au début de sa vie chez les Burgos, Montse alla chercher quelques réconforts auprès de Doña Sol, heureuse de trouver chez celle-ci une alliée qu'elle n'attendait pas et qui s'était mise très vite à la chérir comme si elle eût été l'enfant qu'elle avait espéré. Car Doña Sol avait follement espéré la venue d'un enfant sorti de ses entrailles, comme on disait jadis. Elle avait prié la Sainte Vierge, elle avait brûlé des dizaines de cierges, elle avait avalé 8 sortes de tisanes, elle avait suivi un régime à base de la paix, elle avait porté autour du cou un chapelet de scapulaire, elle avait consulté les docteurs de la ville ainsi que la sage-femme du village. Mais tout ceci sans résultat. Tu ne peux pas imaginer, me dit ma mère, ce que pouvait être antiquement la honte et le chagrin des femmes infécondes. Doña Sol pensa que la venue de Diego la consolerait de cette affreuse tare qui frustrait le lit conjugal de ses fruits les plus chers. Mais il la fit d'une certaine façon plus affreuse encore. Aussi, lorsque Montse arriva dans cette maison, jeune, belle et fraîche comme le jour, Doña Sol, sevrée d'amour maternel, crut voir tomber du ciel la fille de son cœur et reporta sur elle son trop-plein de tendresse. Plus exactement, elle l'en inonda. Il ne se passait pas de jour sans qu'elle lui témoignât son affection d'une manière ou d'une autre, lui cuisinant des mantecaos, ses pâtisseries préférées, lui préparant pour le goûter une tasse de chocolat si épais qu'on y aurait planté une cuillère, mendiant sa compagnie avec des yeux avides, se précipitant dans la cuisine dès qu'elle l'entendait s'affairer, la maintenant au salon par des questions oiseuses, lui imputant des désirs qu'elle n'exprimait pas, puis s'empressant de les combler, la choyant outrageusement par ses temps de privation, la gratifiant de chaussures à talons dernier modèle, de colliers de brillants, de toutes sortes de fanfreluches à usage féminin, comme on s'est jeté dans le fond d'un placard d'où il ne sortait plus, surveillant d'une attention jalouse ses moindres émotions, quêtant ses compliments, lui faisant créer de sa réserve où elle croyait voir une forme de rejet. Doña Sol s'abandonna au déchaînement des sentiments maternels qu'elle avait dû comprimer douloureusement pendant plus de 20 ans et qui aujourd'hui déferlaient. Et Montse, qui s'en était réjoui un moment, finit par étouffer. Alors ça, c'est une partie, un membre de la famille, on va dire plutôt positif pour elle au départ. Bienveillant, oui. Voilà, plutôt bienveillant. Et bon, après, il y a tous les autres. Voilà. Mais ça m'intéressait de travailler sur cet abîme entre des classes sociales, mais qu'on peut retrouver ici. Hein. On peut retrouver ici le même dédain, le même mépris devant quelqu'un qu'on considère comme d'une classe inférieure. Hein. Absolument. Et dans les manières de parler, dans les manières de se vêtir, dans les manières de table, regardez ça comme quelque chose de méprisable. Hein. C'est pour ça que ça m'intéresse. Et c'est pour ça aussi que le lien qui naît entre Don Jaime et Montse me fait du bien, m'intéresse, parce que par-delà les appartenances, par-delà des cultures si différentes, par-delà les niveaux sociaux tellement opposés, quelque chose, malgré tout, reste possible, de l'ordre de l'amitié, même de l'amour entre eux. Et ça me faisait du bien de l'explorer. Parce que pour lui, c'est un élément extérieur donc, à cette famille-là qui Oui. arrive et qui apporte sa Oui, fraîcheur. de la vie, de la jeunesse, de la vraie vie. de la parole, etc. Mais ce qui m'intéressait aussi, c'était de travailler le lien d'inimitié entre son frère, Giuseppe, et son mari Diego.
Ça m'intéressait vraiment, parce que ce que je voulais dire en quelque sorte, c'est que souvent nos postures politiques sont sous-tendues souterrainement par des choses qui n'ont rien à voir avec la politique, par des choses d'enfance, des humiliations de cours de récré, des choses mal digérées, etc. Et ça, je l'ai souvent pensé devant les enfants qu'on m'a amené en consultation, parce que j'ai été médecin psychiatre dans une autre vie, et il m'arrivait souvent de recevoir des enfants dans des familles épouvantables, comme violentes, alcooliques, des familles mais complètement perturbées, et chaque fois, je me disais, ce petit bonhomme-là qu'on t'amène, qu'est-ce qu'il va devenir comme père ou comme maman, comme sujet? Qu'est-ce qu'il va devenir comme citoyen? Qu'est-ce qu'il va devenir politiquement en grandissant dans la peur des autres, dans la menace de tout, etc. Ça, c'est une chose vraiment que j'ai aimé travailler. Alors bien sûr, hein, ça ne veut pas dire que toutes nos positions politiques sont dictées par des choses d'enfance. On peut s'émanciper évidemment de ce qui nous a formatés. Mais souvent, il me semble que c'est la forme que prennent nos difficultés historiques, nos douleurs, le sentiment d'infériorité, etc. Qu'on habille la vie politique. Oui, parce que pour les gens qui n'auraient pas lu le livre, donc Burgos, qui est dans le mari de Montse, c'est le maire, il devient maire communiste du village contre son clan. Il devient communiste finalement contre son clan. Un peu comme Bernanos, finalement. Donc, mais en opposition totale avec le frère, avec José, qui lui est un libertaire et qui ne veut pas de l'organisation du Parti communiste. Il n'en veut pas. Oui, parce que, comme vous le savez, il y a eu une inimitié, et plus que ça, entre les communistes et les libertaires dès le début de la guerre. Hein, et certains, Orwell a témoigné, et d'autres. Hein, mais c'est un événement de la guerre civile qui est resté longtemps occulté, parce que la plupart des intellectuels étant d'obédience communiste en France, hein, ils avaient du mal à faire la vérité sur cet épisode-là et la violence que le Parti communiste avait exercée sur les libertaires, allant jusqu'à les supprimer. C'est ce que dit Orwell hein, dans son hommage à la Catalogne. Madame veut dire quelque chose. C'est très injuste, hein. C'est parce qu'ils ont perdu parce que les Francis avaient le soutien de l'aviation nazie et allemande. Il y a le beau film de... Voilà. Oui, c'est l'histoire qu'il raconte finalement d'Anna Noshud. Oui, c'est tout à fait ça. Alors, on revient au livre un petit peu. Je crois que, outre le style, finalement, il y a aussi quelque chose qui est intéressant et qui rend le roman extrêmement attachant. Parce que tu fais des allers-retours permanents entre le passé et le présent. Le temps du présent du récit de ta mère. Et ça, au niveau de la construction narrative du livre, c'est un point extrêmement intéressant. Alors, on ne s'en rend pas forcément compte, je veux dire, parce qu'on glisse, en lisant, on glisse dessus. Mais si on gratte un peu, est-ce que tu avais ce parti pris dès le départ des allers-retours comme ça entre la mémoire et le présent? Mais au départ, je ne sais rien. J'écris les premières phrases qui sont restées telles quelles. L'incipit n'a pas bougé. Il est resté tel quel. Mais je ne savais pas du tout comment les choses allaient s'organiser. Mais très facilement et très aisément, le passage de Bernanos, du récit de Bernanos au récit de ma mère, se fait très vite. Très vite,
voilà, ça se fait, mais j'avais pas, je n'avais aucune je n'avais rien organisé au moment où j'écris les premières lignes, strictement rien. C'est un livre qui s'est fait facilement, à la différence d'autres, où j'ai réfléchi longuement à l'organisation avant de m'y mettre. Là, pas du tout, en fait. Et du coup, j'ai oublié ta question. Oui, tu disais, oui, parce que c'était un parti pris de départ. Mais j'avais envie de lui donner la parole comme si elle était vivante. Voilà. C'est-à-dire dans les derniers moments de sa vie. J'avais vraiment envie de ça. Ça marche parce qu'effectivement, elle est là, quoi. Ouais. Et c'était aussi un des bonheurs de l'écriture, c'est drôle, hein. C'est par exemple d'avoir écrit son nom, Montserrat Monclús. Rien que ça me mettait au bonheur. Que ce nom-là, au moins, soit sauvé de la mort et du néant. Et voilà. Parce que c'est un livre que j'ai écrit avec beaucoup de plaisir. Je ne sais pas si ça se voit, mais... Oui, ça se voit. Sinon, tu n'aurais pas eu le Goncourt. Ils ne sont pas idiots, les gens du Goncourt, quand même. Bon, alors justement, c'était ma question suivante, parce que bon, on va peut-être laisser quelques questions pour la salle. Bien sûr. Mais justement, j'aurais aimé savoir, j'ai encore 2-3 petits trucs à te demander, après je vous laisse la parole. Comment tu as reçu, toi, ce prix Goncourt? Parce que tu étais dans le dernier carré avec Fonkinos. Je t'avais dit que s'il avait le prix, j'allais mettre le feu chez la C'est vrai, c'était génial. Un écrivain qui ne sait pas écrire, en bref. Et donc, tu étais dans le dernier carré. Et donc, dans l'attente, je suppose, alors un peu, ça intéresse. Alors, la veille du Goncourt, Antoine Volodine, qui est au Seuil aussi, a le prix Médicis. Et on se dit, c'est râpé parce que c'est très rare que deux auteurs de la même maison soient primés. Donc, on a dit, allez, une croix, on a téléphoné aux copains, on leur dit, vous pouvez vous coucher demain, on ne fera pas la fête, etc. Voilà, et puis il y a eu la belle surprise, et maintenant je le dis, je l'ai tenu longtemps secret, très volontairement. En même temps que le Goncourt, j'ai eu un cancer. Un cancer s'est déclaré, et comment dire, j'ai l'impression que j'ai pas pu profiter du Goncourt comme j'en aurais profité si j'avais pas eu la maladie, parce que j'étais très fatiguée. J'étais sous chimio à l'époque. Et donc, je voyais mes sœurs sont devenues folles. Hein. Mes sœurs sont devenues folles. Elles criaient, elles le disaient partout. En fait. Les gens autour de moi ont une joie immense. Les gens du Seuil aussi, qui n'avaient pas eu le Goncourt. Et moi, j'étais un peu à la peine, j'étais fatiguée, j'avais envie de m'asseoir. On l'entend dans les interviews que tu as données sur France Inter. On l'entend. Et en même temps, comment dire, donc ça c'est un regret de ne pas avoir éprouvé la joie que j'aurais dû avoir, et en même temps ça a mis la chose à l'endroit où elle doit être. C'est-à-dire que c'est bon, c'est bien, mais ce qui est encore mieux c'est d'être vivant. Et voilà, et au fond, c'est pas mal que les choses se soient passées comme ça. Aujourd'hui je me dis ça. Aujourd'hui je me dis bon, au fond, ça a mis une sorte d'équilibre qui fait que j'ai gardé la tête froide. Enfin, pas tout à fait, on est très content quand même, mais voilà, ça a été quelque chose qui... Mais je voulais pas le dire, longtemps je l'ai tenu, enfin je le disais aux amis, je l'ai tenu secret, le Seuil l'a su très vite, mais on voulait que personne du jury ne le sache, et que le milieu littéraire parisien ne le sache d'aucune façon, et le Seuil a tenu le secret, mais férocement, parce que j'aurais tué si quelqu'un avait dit on lui a donné le prix parce qu'elle est malade. J'aurais tué. Et personne ne le savait. Personne ne le savait à l'époque. Bien. Voilà. Aujourd'hui, en Espagne, derrière les Pyrénées,
Le livre va être traduit. Il y a un mouvement politique qui s'appelle Podé. Oui. Il est en passe de gagner les villes de, Ouais. de Barcelone. Je m'en réjouis. Allez, vas-y. Je m'en réjouis. Vas-y. Ah oui, 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 oui. Je trouve ça formidable. Parce que quand même, ce livre-là, il fait écho sacrément J'espère. dans notre contemporanéité. J'espère. Il y a Oui, quelques... j'espère. bon. Mais chez nous, il n'y a pas Podemos. Hein. Oui, en plus, tu as à Béziers, quoi. Non. Eh oui, c'est ça, oui. Il n'y a pas encore. Pour le moment, il n'y a pas quelque chose qui se dessine comme ça, qui donne la parole au peuple. Oui, bien sûr. Bien, peut-être on va vous laisser poser quelques questions, un petit quart d'heure, si vous le souhaitez, et puis après on prendra... Faire des commentaires, bien sûr. Ou des commentaires. Voilà. Oui. Ah d'accord. Oui, je dis ce qui était bien dans ce livre, c'est de parler à la fois de la guerre et éclairer des aspects qu'on n'a pas connus, enfin, à travers ce qu'a constaté Bernanos, par exemple, etc. Puis l'histoire de votre maman, votre histoire intime et tout ça, c'était trois un peu les trios de fait et c'était à la fois amusant et parce qu'on rit un peu quand même. Mais ça n'est pas que sinistre, hein, bien que le récit de Bernanos chaque fois est terrible, des choses terribles, effroyables, et en même temps il y a cette espèce de joie et puis de drôlerie du fragnol aussi. Hein. Thierry Guichard a écrit dans le matricule que tu avais l'art de faire jaillir le rire au cœur des ténèbres. C'est quand même une très belle phrase. Et c'est exactement ça, en plus. C'est exactement ça. C'est-à-dire que être capable de déclencher de l'humour, de faire rire avec ça, quand même, chapeau. Parce que c'est pas évident. Mais moi, j'aime les livres rieurs. J'aime les livres vraiment rieurs. Et je trouve que souvent, on croit que la qualité, c'est le sérieux, c'est la gravité. Mais Rabelais, c'est rieur. Cervantes, c'est rieur. Céline, je trouve que ça peut... Moi, je peux attraper des fous rires avec Céline. C'est terrible, mais ça peut être drôle ici. Chez Beckett aussi, je trouve qu'il y a là... Moi, je ris. Mais chez Beckett, c'est involontaire. C'est pas Non, moi, je ris beaucoup avec Beckett. Je ris beaucoup. J'aime beaucoup les livres rieurs. Merci. Dans la traduction en espagnol, il va devenir le fragnol. Mais justement, c'est ce qu'on disait avec Gilles avant de vous rencontrer. On disait, mais comment va-t-il faire? Comment va-t-il faire? Je n'en sais rien. Il a du boulot, le mec. Mais dans toutes les langues, ça va être compliqué. Parce que toutes les langues n'ont pas des étymologies communes. Parce que là, l'air de rien, hein, on peut croire que c'est pure transcription, c'est pas du tout ça. Hein. J'ai réécrit la langue pour que les lecteurs non hispanophones puissent un peu comprendre avec des étymologies communes. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais... Hein. Comment? Oui, certains... Oui. Alors j'ai mon explication là-dessus. C'est très volontaire. C'est extrêmement volontaire de ne pas avoir traduit. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on est habitué à la transparente comme aux infos de 20 heures, la transparence. Mais la littérature, c'est parfois opaque. Un vers de Célan ou de La Fontaine, on ne comprend pas parfois tout de suite. On met parfois des semaines, parfois des mois, parfois des années à comprendre ce qu'on a lu, qu'on a vaguement compris, et comme les lectures qu'on fait enfant. Moi, j'avais lu une nouvelle de Sartre, que j'avais piquée à ma sœur. Jeune adolescente, je n'avais rien compris, et en même temps, j'étais émerveillée.
quand je lis, par exemple, Yankelevitch, j'ai des crises où je lis de la philosophie, je ne sais pas si ça vous arrive, où je ne comprends pas grand-chose. Et chez Yankelevitch, il y a des mots grecs. Je ne sais pas le grec, mais pourtant j'avance, je vais chercher, et puis ça rend le lecteur actif. Il peut aller chercher la traduction sur... Chez Platon, Yankelevitch, il y a une tradition platonicienne. Ben, j'ai fait comme dans la vie, c'est-à-dire que dans la vie, parfois on ne finit pas un mot dans la vie. Et parfois, et il y a des gens qui m'ont demandé, mais madame, il a bien été imprimé le livre. Je vous jure que c'est vrai. C'est mignon, hein, c'est mignon. Hein. On dit, mais parce qu'il manque des morceaux de mots. Non, mais c'est aussi la littérature, c'est fait pour transgresser la Mais littérature. bien sûr, Enfin, voilà, il faut y aller. Il faut qu'on soit réveillé en lisant. Je voulais vous remercier d'avoir écrit ce livre. Merci à vous. À la mémoire de Montse et à travers Montse à toutes les Marias qui ont pu vivre la même chose. J'ai été frappée dès le début du livre par la révolte de cette femme quand elle va chez les Burgos pour se faire embaucher. Oui. Ma mère m'a raconté ça maintes fois et tout de suite j'étais frappée par cette révolte qui animait ces jeunes, enfin, cette jeunesse et puis cet espoir. Oui, parce que il lui dit qu'elle est modeste en soi, c'est plutôt un compliment. Hein, la modestie, on n'a pas à s'excuser d'être modeste, normalement c'est une belle qualité. C'est la qualité de l'eau, disait Yankelevitch. Elle le vit comme péjoratif parce que c'est dit par quelqu'un d'une classe supérieure dont elle a le sentiment qu'il la regarde avec condescendance et mépris. Tout à fait. Oui. Voilà, et Oui. dans la mémoire des personnes âgées, dont ma mère est vivante encore, elle a 96 ans, et quand elle parle en Espagne, c'est toujours cette partie aussi, cet espoir, c'est cette chose qui ressort. Donc je vous remercie d'avoir écrit ce livre parce qu'on n'en parle pas tellement. Voilà. Merci, merci. Mais comment dire, ce Fragnol, je voudrais qu'il parle à tout le monde, évidemment. Hein. Non, mais à tous les exilés, aux exilés du français, parce que... Mais vous savez, je vais vous dire, moi j'ai travaillé donc comme pédopsychiatre dans un CMPP, mais des Français me disaient, et je trouvais ça délicieux, mon mari a fait un infractus. Et c'est délicieux. Tout le monde peut être exilé dans son... Et d'autres tournures comme ça qui nous paraissent... qui peuvent faire sourire, mais qui font la beauté de la langue. Moi j'adore ça. J'adore le français des Guadeloupéens et des Martiniquais, qui n'est pas tout à fait... Non, je ne parle pas du créole, je parle du français tel qu'ils le parlent, avec souvent des tournures incroyables, des mots qu'on n'utilise plus, et que je trouve très, très, très beaux. Oui, je voudrais apporter un témoignage en réaction à la lecture de votre livre que j'ai admiré. C'est que j'ai été amené à mettre en miroir votre Fragnol et le Fragnol de ma rue, d'un petit village du coin qui n'est pas très loin d'ici. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas la même forme de Fragnol. Et il m'a semblé que j'étais en présence avec votre Fragnol, d'un Fragnol d'abord passé au travers d'une plume littéraire et qui s'adressait, justement, vous venez de nous conforter dans mon soupçon, qui s'adressait à des gens qui ne comprenaient pas, qui ne comprennent pas J'ai eu ce souci. l'espagnol. Alors que l'espagnol de Fragnol, j'ai fréquenté le Fragnol
comme une autre langue Oui, à côté du français, de l'espagnol, du catalan, de l'occitan, hein, qu'on a oublié, apportant aussi son eau au moulin du français. bien sûr. Voilà. Je voudrais aussi, un deuxième propos, si je me rappelle bien, si j'ai bonne mémoire, il me semblait que Bernard Pivot avait regretté à un moment donné cette intrusion de l'espagnol dans un livre auquel, si je me rappelle bien, on avait attribué le prix. Ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait de la peine. Voilà. Son droit en même temps, c'est son droit. Oui. Mais c'est tout à fait juste ce que vous dites. J'ai réécrit vraiment le Fragnol et me suis privée de choses délicieuses et drôles parce que je me disais qu'elles ne seraient pas comprises. Mais par exemple, c'est une petite fille qui m'a donné l'exemple donné par sa grand-mère espagnole. Marcher en espagnol se dit pisar, comme certains le savent, pisar. Pero piso, el suelo. Ah oui. Marcher. Pisar. Et cette gamine me dit que sa grand-mère faisait refaire la salle de bain par un plâtrier. Elle rentre dans la salle de bain. Elle dit « Monsieur, est-ce que je peux pisser, s'il vous plaît ?» Je la regarde comme ça. J'ai trouvé ça mignon. Mais voilà, les Français ne savent pas forcément que pissard veut dire... Voilà, il aurait fallu mettre des notes, etc. Alors, tout évidemment n'est pas compréhensible, mais j'ai eu ce souci à l'esprit de le rendre en partie compréhensible. Par exemple, à un moment, je dis que Joseph avait le don de régaler. Régalar, ça veut dire offrir. Bon, mais régaler et pas si loin. Enfin, d'ailleurs, c'est peut-être une étymologie commune, j'en sais rien. Faudrait voir. Ça marche pas toujours, mais... Je voulais juste te dire, c'est peut-être une bonne occasion de donner envie aux gens, aux jeunes peut-être, de se mettre à l'espagnol. De laisser un peu tomber l'anglais. Je ne sais pas. D'autres questions peut-être? Oui, juste peut-être pour conclure, à moins que vous ayez d'autres questions. Moi, j'aimerais quand même rajouter, si tu permets, que tous ces gens qui sont venus d'Espagne en France, et puis tous ceux par la suite qui sont venus en tant que saisonniers vendanger les vignes françaises, eh ben, ils n'ont pas toujours reçu un accueil extrêmement chaleureux. Et il m'est arrivé de lire des textes que j'ai écrits à ce sujet dans des maisons de retraite, donc auprès de personnes âgées, et d'avoir reçu un accueil extrêmement froid parce que je mettais le doigt où ça faisait mal un petit peu. Avec des termes assez violents dans les textes, c'est vrai. Des gens qu'on entasse dans des dortoirs, tu vois, qui mangent pas, etc. Et ça passe, c'est une histoire aussi qui est un peu laissée comme ça et qui passe pas très bien quand on met le doigt dessus. Voilà, c'était juste une parenthèse. Ces ouvriers, ces Espagnols qui étaient là, la plupart sont devenus des ouvriers agricoles, donc au service de grands propriétaires terriens en France, plus en Espagne, et qui souvent travaillaient à la journée. Le matin, ils allaient se faire embaucher, et s'ils n'avaient pas de boulot, ils rentraient sans paye. Bon, c'est pas le franquisme, mais... voilà. Moi, j'arrête, parce que sinon je... Oui. Donc je crois qu'il nous reste à remercier les Gilles Moraton et surtout Didier Saverne pour sa venue. Merci à vous. Merci à vous. Merci.
c'est un honneur pour nous. Donc, juste pour préciser que Lysalva veut bien accepter de faire une petite séance de dédicace maintenant, au niveau de la présence de la librairie Clarton ici. Je rajouterai juste un petit mot. Gilles Moraton, effectivement, a plusieurs casquettes, et nous l'accueillerons bientôt, soit vendredi 5 juin à 18h30 pour une lecture à haute voix d'un texte qui n'a jamais été édité, je crois. Hein. Gilles, c'est bien ça. Je vais essayer de vous lire le titre. L'établissement de réception des curistes aux sources d'eau chaude. À ce programme. Voilà, donc une lecture avec la gentillesse de Gilles Moraton, par lui-même. Un petit tract se trouve à l'entrée aux différents postes pour que vous puissiez apprécier si ça vous intéresse. Également, cette année, on fêtait les 20 ans de la médiathèque et c'est un beau cadeau, Lydie, votre venue, merci beaucoup. À cette occasion, nous ferons un petit concert, mais on a décidé de le faire devant la médiathèque sur l'Arme pour le 12 juin. Ça sera avec les tontons, le vendredi 12 juin à 18h30. Merci beaucoup pour votre présence. Bien sûr, un verre de l'amitié et pour vous laisser aussi le temps d'apprécier la présence de Lydie parmi nous. Merci, madame. Merci, madame.